Je pense à l'époque, en 86, 88, on pensait pas que les startups faisaient de l'argent, puis c'était pas notre objectif, on était des chercheurs. Notre objectif, c'était d'être connus, de réussir et de devenir Oracle. Je me suis souvent retrouvé dans des situations à O2 où on était plusieurs filles face à une bande de mecs qui nous prenaient vraiment à la légère et où il fallait prouver, et où on s'est mis à utiliser des termes techniques juste pour leur montrer qu'on en connaissait mieux qu'eux, mais c'est grave. Moi, j'ai connu plusieurs périodes de chômage. La dernière fois, de presque 2 ans. Je pensais ne plus jamais retrouver de boulot. Je pense que quand tu as plus de 55 ans et que tu es une femme et que tu cherches un poste de direction technique, j'étais proche, hein, mais il y a toujours un jeune mec qui est passé devant. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole, ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Sophie Gamerman, qui est directrice des opérations de Peoples. Et pas Peoples. Voilà, on le prononce bien. J'ai fait une petite faute avant, donc merci de m'aider. Sophie, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. C'est un petit peu d'émotion pour moi. On en parlait là juste avant de démarrer l'enregistrement. On se rencontre en 2005 et confidence pour confidence, moi j'étais tout jeune commercial et je démarrais ma carrière et tu as fait partie de mes premières clientes. Et voilà, tu m'as permis de me lancer. Donc voilà, aujourd'hui, c'est rendre hommage à cette collaboration d'il y a 15 ans. Moi, en fait, je connais bien, je connais à peu près ce qui s'est passé après 2005, mais on n'a jamais trop parlé de l'avant. Et ça va être l'occasion de... est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'avant ? Ok, oui, avec plaisir. Donc, en fait, souvent quand j'interviewe les gens pour un poste, je leur demande de me raconter leur vie. Ça les choque toujours beaucoup quand je dis racontez-moi votre vie. Racontez-moi votre vie, Sophie. Voilà, exactement. Donc, moi, j'ai fait des maths, des études de maths parce que je savais rien faire d'autre à l'école. Il y avait rien d'autre qui m'intéressait. Et ça m'a moyennement intéressé. Je suis passé à l'informatique assez vite, hein. Donc jusqu'à faire une thèse d'informatique sur les machines bases de données, donc les chips, des CPU qu'on aurait pu faire, qui seraient spécialisés dans les bases de données, qui font juste des requêtes en fait et rien d'autre. Et j'ai démontré que ça servait à rien, qu'on gagnait à rien. Donc c'était une thèse un peu ardue avec beaucoup de maths. Hein. Il fallait rédiger, j'aime pas rédiger. Enfin c'était moyen. Et après j'ai enchaîné sur 2 ans de recherche. Ou pareil. Juste une petite question. La conclusion que tu as sur ta thèse, c'est bon, finalement ça sert à rien. Est-ce qu'à posteriori, donc 30 ans plus tard, est-ce que tu ferais la même conclusion ou pas ? Ah oui, encore plus que maintenant il y a vraiment de moins en moins, à part pour le graphique, il y a de moins en moins de hard spécialisés. La plupart des gros hard, c'est des PC standards qu'on regroupe, c'est plutôt des choses comme ça, quoi. Tu avais raison. Voilà, j'avais raison, exactement, 30 ans avant. Ouais. Et donc après j'ai eu l'occasion de travailler dans un groupe de recherche qui s'appelait ça s'appelait Verso. Après je suis passé chez Altaïr. Altaïr c'était un groupe de recherche mixte privé-public. Ça s'appelait un GIP à l'époque, un groupement d'intérêt public pour travailler sur les bases de données objets. Donc en 86. Donc c'était assez nouveau. On commençait à parler de Smalltalk et à l'époque du langage Eiffel. Le langage Eiffel. Ouais, c'était un langage qui avait été fait par un Français, je sais plus comment il s'appelait, Bertrand quelque chose. Et donc on a créé ça avec Intertechnique. Et ensuite on a créé une des premières startups françaises.
qui s'appelait O2 Technologies pour développer et commercialiser une base de données, un système de gestion de base de données orienté objet. Quand tu dis on a créé, c'est-à-dire que donc on était plusieurs, ouais. Et j'étais dedans. Ouais. On était quelques chercheurs menés par François Bancillon pour créer ce projet qui était très novateur. Déjà, il y avait l'INRIA, donc créé cette start-up, elle était à l'initiative. À l'époque, il y en avait une autre, c'était eLog. Je sais pas si tu connais eLog. Ouais. Voilà. Donc, on a partagé nos bureaux pendant quelque temps, on les a hébergés. Et donc, la deuxième start-up de l'INRIA, c'était O2 Technologies. Et donc là, je faisais tout ce qui était, tout ce qui n'était pas le développement du produit. Donc, sans savoir rien faire, puisque quand on est chercheur, on sait pas vendre, on sait pas faire du support, on sait pas faire de la doc, on sait pas faire on sait plein de choses qu'on sait pas faire. Donc, on a tous appris ensemble. C'était vraiment un projet assez extraordinaire. Et je suis parti pendant 2 ans dans la Silicon Valley pour démarrer la filiale américaine. D'accord. Donc, et c'était un système vous aviez construit un SGBD, quoi. Un SGBD orienté objet avec les langages qui vont avec. Donc on avait créé un langage qui s'appelait CO2, je crois. Ou O2C. Non, O2C, je pense. Pas CO2, c'est pas bon. O2C. Ouais. O2C. Et en fait, on avait fait une extension de différents langages pour manipuler de l'objet. Et en fait, c'est un peu l'ancêtre des outils actuels qui cachent les bases de données objets ou relationnelles derrière des interfaces objets. Donc, j'ai même participé à des organismes de standardisation de ces bases de données objets et de ces langages objets, comment accéder à la persistance dans des langages orientés objets. Donc, c'était assez novateur, c'était vraiment, c'était très sympa, on était une bande sympa. Et donc, je suis parti 2 ans dans la Silicon Valley, démarrer la filiale américaine. Je vais peut-être juste poser une question ingénue, mais pour le coup, côté SGB, enfin moi, je suis reconnu Oracle, MySQL, Sybase. Mais là, on est plutôt MongoDB que. Ah, on est plutôt sur du. Sur genre MongoDB, ouais, ou Postgres maintenant un peu. Okay. Mais donc, ce qui était compliqué, c'est que en face, nous, notre objectif, c'était d'être Oracle. On voulait pas gagner des sous, on n'y pensait même pas qu'on pouvait gagner des sous avec une boîte, mais on voulait être connu, réussir et remplacer Oracle. C'était ça notre objectif. Je pense à l'époque, en 86-88, on pensait pas que les startups faisaient de l'argent. Puis c'était pas notre objectif, on était des chercheurs. Notre objectif, c'était d'être connus, de réussir et de devenir Oracle. Et de changer le monde. Et de changer le monde. Ouais, voilà. To make the world a better world. Et ça a pas mal marché. On a réussi à faire des ventes intéressantes. On était chez pas mal de gros clients. Mais on n'avait pas la fiabilité d'Oracle, de Sybase et de ces gens-là. Et donc, sur des projets vraiment cruciaux, c'était difficile de contrebalancer. Et puis aussi, ça c'est intéressant, on n'avait pas le marketing américain. Nos concurrents, ils étaient américains. Et ils étaient capables de faire une montagne du fait que leur machine, elle était capable de calculer que 2 + 2, ça faisait 4, quoi. Nous, on disait, nos données, elles restent, elles persistent, on va pas en parler, c'est normal. Et du coup, au point de vue marketing, on n'était pas bon, quoi. Donc, je pense que ça a joué en partie. Et ça, je le revois régulièrement. Les Américains, ils apprennent à se vendre tout petit. Sur des choses toutes bêtes. Et nous, on est plutôt modeste. Et si une base de données sait faire passer des données, on va pas le dire parce que c'est son job. Alors que les Américains, ils sont capables de faire une montagne de marketing sur le sujet. Donc voilà. On arrive à faire 2 + 5. Voilà, exactement. Donc l'expérience Silicon Valley est super intéressante. En 95, tu vas dans un supermarché, t'entends derrière toi les gens qui discutent. T'as reçu mon mail, j'ai reçu ton mail. Alors qu'en France, nous, chercheurs, on envoyait des mails, mais on était les seuls. On connaissait très peu de gens qui étaient capables de recevoir nos mails. Et dans la Silicon Valley en 95, on pouvait faire ça. On entendait ces discussions. C'était le début, c'est fou, hein. Ouais, mais par contre, moi, arrivé à Palo Alto, bien sûr, je vais sur Internet. Enfin, je cherche comment je fais mes courses sur Minitel, comme j'ai l'habitude de faire mes courses sur Minitel à Paris. En 95, aux États-Unis, tu n'as pas moyen. Il n'existe aucun moyen de faire tes courses autrement que d'aller dans le supermarché.
Ça, je pense que personne ne se rend compte à quel point en France, on était en avance. Je peux pas faire du cocorico et pleurer sur le Minitel, mais n'empêche que moi, en tout cas, je faisais mes courses sur Minitel depuis la fin des années 80 et que aux États-Unis, en 95, on peut pas faire ses courses sur Minitel, où il n'y a pas d'équivalent. Voilà, donc ça c'est la découverte d'un monde, travailler avec Sun. Quand tu vas discuter avec les gens, c'est les mecs qui bossent chez Sun, chez Oracle, c'est extraordinaire et vachement intéressant. Plus le fait que tes gamins ils deviennent bilingues tout petits, et ça c'est pas mal aussi. Ouais. Voilà, et puis je suis rentré, la boîte a été vendue à des Américains, il y avait plus de poste pour les Français, donc j'ai cherché du boulot. Tu revends parce qu'il y a une offre fantastique, parce que... en fait, on travaillait en partenariat avec une boîte qui s'appelait Unidata, qui a été rachetée, puis rachetée, et qui finit chez IBM. D'ailleurs, il y a des gens d'O2 qui sont toujours chez IBM. Hein. C'est intéressant, qui sont les plus anciens, je pense, chez IBM. Mais donc, à Paris, il n'y a plus vraiment de poste intéressant à Paris. Donc, on a vendu parce que on voyait bien que la boîte marchait pas très bien. Et il y avait une boîte qui avait un projet intéressant. Donc voilà. C'était le bébé vendu. Que vous passiez. Et... Voilà, il y a un moment où il faut arrêter pour que la boîte puisse continuer. Mais on pensait pas que ça allait s'arrêter aussi vite, quoi. Et en fait, la boîte a pas su quoi faire de O2, quoi. Ah, ouais, donc du coup, ça a vraiment périclité. Ça a périclité et c'est resté utilisé chez Thales pendant assez longtemps. Et assez étonnamment, comment ça s'appelle ce journal donc c'est qui te donne les programmes de cinéma. Donc il y avait un journal qui donnait les programmes des cinémas, dont je ne retrouve plus le nom, mais ça va me revenir, et qui a continué à utiliser O2 pendant un certain temps. D'accord. Voilà. Et puis donc certains sont restés chez IBM et puis la plupart de l'équipe s'est dispersée un peu partout. Et donc moi j'ai cherché du boulot et j'en ai trouvé dans une boîte qui s'appelait Rosebud qui faisait des sites web pour la presse. Donc ça a été une expérience, disons, intéressante. Je ne retravaillerai plus jamais dans une boîte où c'est un couple qui dirige la boîte. C'est vraiment très mauvais. C'était le cas ? Oui. Et donc, ils décidaient des trucs le soir chez eux. Et un jour, ils sont partis en vacances. Et quand ils sont revenus, ils ont décidé de licencier tout le monde. Toute l'équipe technique. Comme ça, pendant les vacances. Et il se trouve que tous les entretiens de licenciement ont lieu le 11 septembre 2001. Mais non. Oui. Donc, je garde un souvenir du 11 septembre 2001 assez épouvantable. Oui, il y a plusieurs catastrophes en même temps. Voilà, exactement. Et puis, j'ai accompagné tous les membres de l'équipe dans les entretiens de licenciement. C'était pas très marrant. Enfin bon. Et puis après, je sais plus ce que j'ai fait. Après, j'étais chez ETI où on s'est rencontrés. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était très intéressant. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on change de métier. Surtout là où j'ai commencé à changer, c'est-à-dire que là, on travaillait dans le domaine de l'automobile. Et donc, on parle base de données, mais sur des choses, moi, je comprends rien l'automobile. Je connais rien, ça m'intéresse pas. Mais en fait, il y a plein de problématiques techniques super intéressantes. Qu'est-ce qui te fait accepter le poste si le fonctionnel t'attire pas plus que ça, du coup ? Ouais, mais techniquement, il y avait plein de choses. Donc, d'abord, j'ai rencontré Nella, qui était la directrice de marketing et avec qui j'ai très bien fonctionné. Et puis, il y avait plein de choses à faire, justement. Donc, il fallait mettre en place les docs en XML, il fallait construire les bases de données. Et on a bien su me vendre la chose. Et techniquement, et puis pour dire très franchement, ça avait quand même 6 mois que j'étais au chômage et que j'avais rien à perdre. Si ça me plaisait pas, je pouvais toujours partir après, quoi. Et en fait, ça s'est avéré techniquement super intéressant. Donc c'est là où on s'est rencontrés. Ouais. Et en fait, on se rend pas compte que dans le domaine automobile, en fait, c'est hyper complexe. Parce qu'une bagnole, nous on appelle bêtement les freins ou je sais pas quoi, j'ai perdu les termes. D'un constructeur à l'autre, ça paye pas pareil, ça se met pas exactement de la même façon. Et donc, par exemple, dans la démarche orientée objet, tout ce qui est héritage, composition, t'as plein de choses super intéressantes à réfléchir sur le sujet. Et ce qui était intéressant chez ETI, c'est qu'ils faisaient à la fois des bases de données pour faire des calculs de devis et de la documentation technique. Donc il y avait à la fois une problématique XML, mise en place d'outils, et une problématique logicielle, d'éditeur de logiciels.
Donc vraiment un domaine intéressant. Et puis pour la première fois, une boîte où il n'y a pas que des informaticiens, mais il y avait aussi des techniciens automobiles, des journalistes, des rédacteurs techniques, plein de gens très très intéressants et qui étaient partants pour pas mal d'expériences, quoi. Donc très intéressant. J'ai pris une équipe où il y avait 3 ou 4 DBA, développeurs très orienté AS400. En fait, ils avaient une base de données Oracle, hein, mais c'était une SS2I qu'ils avaient construite. Personne ne savait très bien comment ça marchait. Il n'y avait pas vraiment de développeurs. Tout avait été en sous-traitance. Et du coup, il fallait construire l'équipe, quoi. Donc pour te donner l'état de la boîte, parce que la richesse de TAI au départ, c'est les données. C'est les données, parce que c'est une C'est société... la revue technique automobile, hein, donc tous les vieux connaissent parce qu'ils bricolent leur bagnole. Maintenant, je pense qu'on bricole plus les voitures. Plus des logiciels pour garagistes, en fait. Ils distribuaient des CD à l'époque, mais je crois même qu'il y avait des disquettes, des CD, je sais plus, aux garagistes pour retrouver des catalogues de pièces détachées, en fait. Et pour te donner le niveau d'informatisation, je dépendais du DAF quand je suis arrivé. Donc c'était déjà étrange, ça n'a pas duré longtemps. Et quand tu demandais c'est quoi mon adresse email, les gens comprenaient pas de quoi il s'agissait et quelle était la question. Et donc quand ils passaient un article de journaliste au rédacteur, ils passaient une disquette. Donc quand même en 80, quelle année c'était, 92, c'est quand même un peu étrange, quoi. En tout cas pour moi, je tombais des nues sur ok, vous échangez des disquettes et vous le mettez dans le courrier. Il y avait un monsieur qui allait distribuer le courrier et qui dépassait les disquettes du 5e étage au rez-de-chaussée ou l'inverse. Donc changement de culture, donc je suis sorti de la DAF et on a créé une direction informatique et j'ai construit une équipe en partie avec ton aide. On a construit une équipe de développeurs et on s'est mis à faire du SaaS, ce qui aussi à l'époque était pas fréquent. Ouais, c'était des choix structurants à l'époque. Hein. Voilà, c'était des choix très structurants. On est parti sur du Java et du SaaS. Et donc souvent on dit ouais, les startups, les CTO, c'est de la techno hyper à fond et tout. Moi, j'ai jamais fait des super techno extraordinaires, mais plutôt prendre ce qui est up to date et le mettre dans des environnements où c'est pas toujours à jour, disons. Et surtout essayer de garder les équipes qui sont en place quand on arrive. Donc voilà, on a construit, ça s'appelait Atelio, un logiciel de devis pour les garagistes. Donc c'était rigolo parce que les VRP, c'était des VRP qui allaient dans tous les garages pour vendre le logiciel. Ils disaient souvent, c'est un logiciel conçu par des femmes pour des femmes. Parce que en fait, moi j'étais la directrice technique, c'était une femme, la directrice marketing, c'était une femme, la chef à l'époque ça s'appelait pas comme ça, mais la product owner, c'était une femme. Et tout ça pour travailler sur les voitures, ce qui est pas courant. Oui, mais en fait, chez les garagistes, c'est souvent la femme du garagiste qui fait le devis, quoi. D'accord. Voilà, okay. Donc c'était assez rigolo parce que dans le reste de la boîte, il y avait que des mecs puisque automobiles, sauf une fille qui a candidaté, qui était une passionnée de moto. Qui était de Florine, exactement, qui a candidaté, donc un des rares CV de filles que j'ai jamais reçu dans ma carrière. C'est celui de Florine qui était venue travailler chez nous parce que passionnée de moto. Elle avait une grosse moto. Bah, du coup, tu parles de la place des femmes dans la tech. Pour le coup, j'ai l'impression qu'avec le parcours que tu as eu, avec d'abord la recherche et cofondé O2, finalement ça se fait assez naturellement, mais t'as pas ressenti en 86 être un ovni si C'était un peu bizarre. On est souvent arrivé dans des situations où, par exemple, je prends toujours l'exemple de ce mec de chez Sun qui arrive dans la salle de réunion pour une réunion avec la directrice marketing et moi. Et quand la directrice marketing rentre, il demande un café, parce qu'évidemment, c'est une femme, c'est la secrétaire. Hein. Et donc, je me suis souvent retrouvé dans des situations à O2 où on était plusieurs filles face à une bande de mecs qui nous prenaient vraiment à la légère et où il fallait prouver que on en connaît autant que toi, Maudin, mais peut-être même plus. Et où on s'est mis à utiliser des termes techniques juste pour leur montrer qu'on en connaissait mieux qu'eux, mais c'est grave, quoi. C'est dommage. C'est un peu moins le cas maintenant, mais ça reste quand même difficile.
Je te donnais l'autre jour l'exemple de ce type qui voulait m'expliquer ce que c'était que les tests unitaires. Pourtant, il sait bien que je suis la directrice technique de Peoples, mais je crois qu'il n'arrivait pas à se faire à l'idée. Alors, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis parano, mais je remarque quand même que de temps en temps, il y a des mecs qui veulent absolument m'expliquer la vie. Je suis pas sûr qu'ils auraient la même attitude avec un homme. Mais ça s'est quand même vachement amélioré. Ce qui reste toujours, c'est qu'on reçoit pas de CV de filles, quoi. Sur les développeuses. Là, j'ai embauché il y a 1 an une développeuse dans l'équipe où il y a 13 mecs. Mais je rêve d'en trouver d'autres, hein, et je reçois pas de CV, quoi. C'est vraiment affligeant, et donc il faut absolument que les filles aillent faire des études d'informatique, et je ne sais pas pourquoi elles ne le font pas. Ou de maths, oui, bien sûr, ou de physique. Mais malheureusement, elles font rarement des sciences, hein, et c'est vraiment très dommage, quoi. En tous les cas, toi, sur l'échelle de 3 décennies, tu vois quand même une. Moi, je vois je vois une amélioration dans le regard des gens. Je vois pas d'amélioration dans le nombre de filles dans la tech, quoi. Et d'ailleurs, quand on voit tous les petits groupes de filles dans la tech, c'est souvent pas des développeuses, hein. C'est souvent des filles de marketing, des commerciales, mais c'est rarement tous ces groupements de filles. Il y en a quelques-unes, hein. Il y en a en particulier un groupe sur Java, je crois, où il y a beaucoup de filles. Mais sinon, les duchesses. Voilà, les duchesses, exactement. Ouais. Voilà. Et là, c'est des filles de la tech. Mais sinon, souvent, les women in tech et ces trucs-là, c'est pas des développeuses, hein. C'est pas des tech, quoi. Et c'est dommage. Je trouve ça super dommage. Donc, je sais pas, je pense qu'il faut vraiment prendre dès la petite école, expliquer aux filles qu'il faut faire de la science. En plus, il y a du boulot. Ah, donc, pour le coup, ça manque pas. Là. Voilà, il y a du boulot, et je pense que c'est important la mixité dans les équipes, hein. Donc, ce que disait Luc Julien, là, que tu as interrogé il y a pas longtemps, qui insistait là-dessus, aussi bien au niveau des profils que des sexes, et moi je dirais même des origines, hein. Je trouve que c'est important dans les équipes d'avoir des hommes, des femmes, des Français, des autres que Français, toutes les religions, tous les points de vue. Plus l'équipe est mixte, et plus elle est créative, en fait. Donc, je trouve que c'est dommage que dans la tech, il n'y ait que des hommes blancs, quoi. Et je trouve pas par principe, mais parce que ça diminue la créativité et l'ouverture d'esprit, quoi. C'est un filtre du recrutement que tu fais, toi? Enfin, est-ce que c'est dans la manière dont tu as de recruter? Est-ce qu'il y a un objectif? Enfin, t'as un objectif de diversité, mais j'ai un objectif de diversité, mais j'y arrive pas, en fait, hein. Il y a très peu de candidats femmes, hein, très peu de candidats noirs, très peu de candidats asiatiques, très peu de candidats de tous les pays du monde, quoi. En fait, c'est pas facile. Je trouve que, alors c'est aussi parce que ça fait longtemps que j'ai des équipes en province. Peut-être qu'à Paris c'est plus facile, mais en province, en tout cas, pas facile. Ok, parce que c'est vrai que sur les expériences d'après, chez Rapso, il y avait une partie à Orléans, voilà, et aujourd'hui chez Peoples, l'équipe est à Blagnac, à côté de l'aéroport, hein. Et peut-être que ce côté-là, le fait que c'est en province, peut-être que ça implique des choses. C'est sûr que les équipes sont pas du tout les mêmes qu'à Paris. Les gens sont plus... Enfin, mon impression, c'est que les développeurs parisiens, ils sont assez ambitieux côté financier, et ils changent beaucoup. Et qu'en province, c'est un peu plus sympa. Je trouve que c'est plus facile de trouver des gens, sympas. C'est moins galère qu'à Paris. Je pense que les développeurs, et peut-être qu'à Paris, ils ont un peu plus la grosse tête à cause du nombre de startups, je sais pas. Mais je trouve qu'en province, c'est un petit peu plus facile. En tous les cas, t'as pas de problème de recrutement. C'est pas hyper facile, hein. Mais par rapport à d'autres galères que j'ai pu avoir avant dans mes boîtes précédentes, c'est moins galère. C'est nettement moins galère. Ouais, déjà, les salaires sont pas les mêmes. Et puis, il y a plus de candidats. Et puis, il y a beaucoup de gens qui en ont marre excuse-moi, hein, mais qui en ont marre des SS2I, enfin, des ESN, on dit maintenant, et qui cherchent plus de stabilité. Je pense que le côté éditeur de logiciels, métier, c'est aussi quelque chose qui est attirant. Sans que ce soit... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être... je pense que l'éditeur de logiciels, c'est un bon truc. D'abord, c'est vachement plus intéressant. Il y a des vrais clients. Enfin, de mon point de vue, hein, je veux pas casser ta baraque, mais du point de vue d'un développeur, ils se disent souvent qu'ils veulent commencer pour voir plusieurs projets. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour et des gens qui sont pas faits pour, quoi. Des gens qui ont besoin d'aller à fond dans un projet pendant des années. Et des gens qui aiment bien changer et qu'il y a du monde pour tout, quoi.
Donc, oui, il y a du travail pour tous. Voilà, exactement. Et pour le coup, toi, t'en as fait une constante. Moi, je trouve que j'ai toujours travaillé chez des éditeurs de logiciels, hein, soit purement techno comme O2, soit métier comme ETAI pour les garagistes, Peoples pour l'intérim, soit Rapso pour la partie imprimerie, cartonnerie. Je trouve que c'est super intéressant. D'abord, techniquement, tu fais des choses intéressantes et tu as des vrais utilisateurs. Moi, je me souviens quand je travaillais chez ETAI et que j'allais chez les garagistes pour faire réparer ma voiture, de savoir qu'ils utilisaient le logiciel que j'avais conçu, sur lequel on avait travaillé, c'est vachement intéressant, quoi. Je trouve que c'est super. Et c'est toujours le cas, là. On se dit, hier, à la télé, ils disaient, il y a de plus en plus d'intérim. On dit, ouais, chouette, c'est notre logiciel qui doit être utilisé par certains de ses clients. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'informatique et dans l'édition de logiciels, c'est que tu réponds à des vrais besoins de vrais gens. Et donc d'abord dans l'organisation, l'équipe technique est la plus importante, celle qui rame au fond du bateau, mais celle qui fait avancer le bateau. Tu vois les clients, comment ils utilisent, de quoi ils ont besoin, comment ils sont organisés. Moi, je trouve que c'est super intéressant de voir que les grandes boîtes dont tu te fais t'as l'impression qu'elles sont extraordinaires, en fait, quand tu rentres dedans et que tu vas bosser, par exemple, quand on bossait pour Renault sur les pièces détachées, tu te dis, ils ont un tableau Excel et c'est tout. Ah, d'accord. Et donc, tu vois des choses que je trouve... c'est ça que j'aime bien aussi dans changer de métier. Faire un coup les garagistes, un coup le carton, un coup l'intérim. C'est que tu rencontres des entreprises, tu visites des entreprises, tu discutes avec des gens assez haut placés dans ces entreprises. Ils sont complètement différentes et tu apprends plein de choses, quoi. Et moi, je trouve apprendre, c'est super intéressant. Et rencontrer des gens, c'est super intéressant. Et tu leur apportes quelque chose. Tu développes pour eux des choses, t'écoutes leurs besoins. Pareil, j'écoutais sur un podcast chez toi, je sais plus qui c'était, qui disait quand un client demande quelque chose, on commence par lui dire, par essayer de trouver une excuse pour pas le faire. et je trouve que c'est assez vrai, en fait. Hein. C'était de pousser les gens dans leur retranchement en disant mais vraiment vous en avez besoin, pourquoi, qu'est-ce que vous allez faire avec, essayer de trouver d'autres moyens de faire, jusqu'à vraiment comprendre le besoin. C'est une démarche intéressante. Quand on est côté éditeur de logiciels, quand un client pose une question, on commence par lui dire non. On lui dit plus ou moins gentiment. Mais oui, on va le challenger. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu en as, mais il y a ça à côté. Pourquoi vous utilisez pas ça? Et si on faisait comme si? Et si, au lieu de vous faire tout ce que vous voulez, on fait juste ce petit truc? Est-ce que ça répond à votre besoin? Et souvent, oui. Ça marche pas à tous les coups, hein. Heureusement, parce que sinon on serait au chômage. mais oui, ça c'est aussi intéressant parce que ça oblige à comprendre le métier de la personne en face, de vraiment comprendre. Et ça, autre chose que je pose souvent comme question aux développeurs quand je les interviewe, c'est elle fait quoi la boîte où vous êtes maintenant? Et je suis assez frappée que souvent, ils me répondent en disant, on fait du Java et on utilise Framework Trucchuche et on a telle base de données. Je dis, mais non, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que fait le produit? Et 1 sur 2, il sait pas, en fait, et ça l'intéresse pas. C'est assez étonnant. Et moi, j'embauche toujours des gens qui s'intéressent au métier, quoi. À quoi ça sert le produit, et donc qui ont aussi cette démarche eux-mêmes de challenging. Attends, tu veux que je fasse telle évolution, mais pourquoi on fait pas comme si? Et si je mettais un bouton à droite plutôt qu'à gauche? J'exagère, je simplifie, mais je trouve que cette démarche-là, elle est super intéressante. Donc c'est pour ça que je travaille toujours chez un éditeur de logiciels et de petite taille. J'ai jamais bossé dans une boîte grosse. C'est conscient, c'est volontaire. Oui. Enfin, c'est hyper clair dans ton parcours. Ouais. Ça se. Ouais. Ça se voit et c'est une vraie volonté, quoi. Ouais. Parce que tu as un impact. Donc moi, j'ai toujours travaillé presque toujours, dans des boîtes qui étaient petites, qui commençaient à grossir, qui ont des problèmes de qualité et qui se disent mais on a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience et qui va nous aider à stabiliser nos produits.
en gros. Parce que non seulement je suis une femme, mais je suis vieille, donc j'ai beaucoup d'expérience. J'ai beaucoup d'expérience. C'est important parce qu'il n'y en a pas beaucoup des vieux dans l'informatique, mais il commence à y en avoir plus parce que maintenant. Et donc j'ai souvent apporté mon expérience de structuration d'équipe, structuration technique surtout. On arrive souvent dans des projets où il y a 4, par exemple à Peoples, quand je suis arrivé, il y a 4 développeurs. Il y avait des choses en place, mais pas énormément. Donc, il faut construire l'équipe, mettre des process en place, mettre des GitHub, l'agilité. Alors, pas du Scrum et du machin comme ça, parce que je suis pas trop fanat, mais au minimum d'agilité, d'organisation. Enfin, c'est pas que je suis pas fanat de Scrum, mais c'est que c'est compliqué à mettre en place et qu'on peut faire la même chose sans dire que c'est du Scrum et sans avoir tous les paraphernalia, les cérémonies, les machins. Mais voilà, ouais. Donc, mon parcours, c'est plutôt ça, en fait. Je parle. Voilà. Et du coup, chez Peoples, une orga, enfin on parlait d'orga un petit peu, un peu particulier, parce que toi t'habites Paris. Oui. Et l'équipe technique, la plupart est à Toulouse. Tous. Il y a pas ici à Colombes où on est actuellement, il y a personne qui s'y connaissent en informatique. Il y a pas de développeurs, ils sont tous à Toulouse. C'est pour des raisons historiques, comme pour Abso, ils étaient à Orléans, Olivet, exactement. Ici, ils sont à Toulouse pour des raisons historiques. Enfin, ils sont à Blagnac, plus précisément. Parce que le premier développeur habitait là, et donc ça a démarré. Le premier bureau était à côté de chez lui, au-dessus d'un magasin de moto. Maintenant, on a des grands bureaux, il y a l'équipe beaucoup plus grosse. Et en fait, j'y allais toutes les semaines, comme j'allais à Orléans toutes les semaines. Puis un jour, puis j'ai été 2 jours toutes les 2 semaines, et puis plouf, confinement. Et là, on a appris à se débrouiller beaucoup mieux à distance, avec la réunion de tous les matins à distance, beaucoup de réunions à distance. Mais le contact humain, il est important, donc je continue à y aller. T'y vas moins. Mais j'y vais moins, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Une fois par mois, du coup. Voilà, pour l'instant, c'est 1 fois par mois. J'espère revenir à une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Mais bon, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. J'espère que ça va s'arrêter un jour. Mais en termes d'organisation, il n'y a pas beaucoup d'organisation parce que moi, je fais confiance aux gens. C'est un défaut, une qualité. Donc je laisse les gens pas mal s'organiser seuls en leur faisant beaucoup confiance. Ça marche pratiquement toujours. Bon, des fois, il y a des trucs qui marchent pas. Il y a des gens, ce que je dis souvent, je sais bien manager les gens qui n'ont pas besoin de management. Ceux qui ont plus besoin de management, c'est compliqué parce que justement, il faut les suivre et il faut pas leur faire confiance. Et là, je suis pas très bonne dans ce sujet-là. Mais donc, en termes d'organisation, on embauche notre premier product owner. Tu fais comment quand tu peux pas faire confiance? Comment tu t'en aperçois et comment quand je vois que le travail il s'est fait pas, il est très lent, et donc c'est compliqué. Je n'ai pas de leçon à donner là-dessus parce que je pense que je suis pas très bonne sur ce sujet. Parce que les solutions, ça serait être un peu plus derrière, exactement. Et mettre un peu plus de suivi, d'objectifs, exactement. Plus court terme. Exactement, et c'est pas facile. Et je suis pas. C'est compliqué. Je sais pas exactement. J'ai pas encore trouvé la bonne solution. Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne solution en fait. À mon avis, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Mais par contre, voilà, moi je laisse beaucoup d'autonomie. Je suis aussi la techno, elle change beaucoup. C'est pas facile d'arriver à suivre d'un niveau technologique. Là maintenant, on est sur Kubernetes, Docker, ces choses-là, AWS. C'est pas toujours facile d'arriver à garder le niveau technique, c'est un challenge aussi. Et du coup, on est obligé de faire de plus en plus confiance aux gens, embaucher des gens qui connaissent et vérifier pendant quelque temps que oui, ce qu'ils font c'est bien, les challenger quand quelqu'un veut introduire un nouveau langage. Par exemple, il y a quelques années, quelqu'un est arrivé et a dit on va faire du Go. J'ai dit, ma première réaction, c'est non, on fait Peoples, on est en PHP. Justifie-moi pourquoi tu veux faire du Go. Et si la personne arrive à me convaincre,
alors je veux bien accepter de faire des tests. Et si ça se passe bien, après je fais confiance et et ça sera ma référence technique. Donc Julien chez nous nous a amené à faire du Kubernetes, du Docker, du Go. Et en fait c'est hyper positif. Et il a emmené les gens avec nous. Et qu'est-ce qui t'a convaincu sur le Go du coup? Les aspects performance, essentiellement les aspects performance. Le fait que, oui, c'est vrai qu'il y a une communauté qui commence à exister, donc on peut trouver. C'est souvent ça hein, le frein à choisir une nouvelle techno, un nouveau langage. C'est est-ce qu'on va embaucher, est-ce qu'on va réussir à embaucher? On a fait il y a quelque temps le choix d'Angular. C'était dur à l'époque. Hein. Est-ce qu'on fait du Angular? Est-ce qu'on fait autre chose? On a fini par faire du Angular. Je pense qu'on n'a pas eu tort, mais à chaque fois, pratiquement tous les 6 mois, 1 an, quand tu es directeur technique, directrice technique, tu dois faire des choix techniques et on n'a pas toujours toutes les billes en main. Alors sur le Go, moi, quand on a démarré avec O2, on avait un grand discours, on faisait beaucoup on appelait ça à l'époque évangélisation sur l'orienté objet. Et on disait, les langages de programmation, c'est des guerres de religion. Chacun a son langage de programmation préféré et tu n'arriveras jamais à convaincre quelqu'un qui fait du PHP de passer à Java et vice-versa. Et maintenant, je pense qu'avec les microservices, il n'y a plus de guerre de religion. Tu prends pour chaque microservice le langage qui va bien. Et donc Go, en l'occurrence, sur ce qu'on voulait faire, qui étaient des outils, des services qui étaient énormément appelés et qui faisaient pas des choses extraordinaires, Go, c'est un bon choix. Alors que l'équipe, elle fait du PHP, on a des gens compétents en PHP, on reste pour l'essentiel en PHP. Ça n'empêche pas de faire des choses. Et je pense que le rôle d'un directeur technique, quand il arrive dans une équipe, c'est aussi de s'adapter aux gens qui sont là et aux technos qui sont là. C'est ce que j'ai fait quand on était chez Rapso. Il y avait du PHP d'un côté et de l'autre côté il y avait du Visual Basic. Donc on est passé un peu plus ancien. Voilà, c'était un vieux produit entre guillemets et on est passé à du C++, Visual C++, mais on est resté dans l'environnement visual parce que quand tu es dans Microsoft, c'est impossible d'en sortir. L'équipe PHP, elle est restée sur PHP et chez People, c'est la même chose. Je suis arrivé, les gens développaient en PHP, ça marchait très bien, il n'y avait aucune raison de changer. Donc je pense que un directeur CTO, il doit s'adapter aussi à l'équipe. Soit il construit l'équipe et il fait comme il veut, mais quand, comme moi, on arrive souvent dans des équipes déjà existantes, faut s'adapter. S'adapter aux gens, s'adapter aux technos et puis faire progresser les gens et passer, tout en restant sur, par exemple, du PHP, faire des choses de plus en plus modernes. Ok. Donc, et donc, il faut amener les gens là-dessus et les former et les accompagner. C'est pas toujours facile, mais moi, je trouve que les gens sont toujours... je crois que la plupart des gens, ils ont envie de progresser et d'apprendre. Oh, dans l'ensemble, oui, je crois. Ouais. Une petite question, là, du coup, il y a une personne qui amène une techno, un langage. Ouais. La question qui se pose derrière, c'est comment toi tu gères en termes d'orgas si la personne qui a apporté l'évolution s'en va? C'est faire en sorte qu'elle soit pas seule à connaître. Hein. C'est souvent, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu demandes parce que souvent dans les équipes, quand je suis arrivé, que ce soit à Rapso, à ETI ou ici à People, il y a en général 1 ou 2 personnes indispensables qui sont tout le temps appelées pendant leurs vacances parce que justement elles sont les seules à maîtriser soit une techno, soit du fonctionnel, soit une partie du code. Et moi, je considère que mon boulot, c'est de faire en sorte que personne ne soit indispensable, y compris moi. Donc, il y a maintenant 2 personnes qui savent faire du Go, qui connaissent qui sont intéressées, des choses, qui sont intéressées et donc il y avait besoin qu'ils développent aussi autour de ces technos. Mais l'objectif, c'est de passer petit à petit tout le monde en montée en compétences. Donc typiquement, si le choix du Go avait été une envie unilatérale d'un de tes développeurs, ça aurait potentiellement été un non, on n'y va pas parce que si t'arrives pas à embarquer 2-3 personnes avec toi, c'est pas la peine. Voilà, exactement.
ouais. Si et je savais que Go c'est un truc intéressant et qui pourrait. Et de la même façon que il a mis en place avec d'autres Dockers et tout le monde a suivi et il n'y a eu aucune question et maintenant tout le monde maîtrise le sujet. On va faire la même chose avec Kubernetes. Il y en a un autre qui amène plein de choses autour de PHP, d'une organisation différente. Je pense que c'est important de laisser aux gens la possibilité d'apporter leurs compétences propres, spécifiques. Et à diffuser dans l'équipe. Et ça, moi, je trouve que j'aime bien les gens qui ont envie aussi de faire connaître aux autres et de faire monter les autres en compétences. Donc là, on a aussi des gens dans l'équipe qui font ça. Et ça, j'avais aussi dans les autres équipes. Ok. Mais d'ailleurs, si tu te souviens, chez ETI, quand on avait commencé à travailler ensemble, il me semble qu'il y avait aussi cette optique-là de faire monter des gens en compétences autour de Java. Ah, bah, pour le coup... faire venir des gens de l'extérieur pour faire monter en compétence l'équipe et seconder Florine, justement. Et pour le coup, 10 ans plus tard, il y a beaucoup de Java. Ouais. Toujours. Bon, rien à voir, je vais rebondir sur quelque chose que tu as évoqué et je sais pas, tu me diras si tu es OK pour en parler un petit peu ou pas. C'est vrai que t'as parlé à un moment donné, voilà, j'étais sur une période de chômage. Et c'est vrai que je trouve que sur l'année écoulée où j'ai interviewé pas mal de personnes, des fois des CTO qui ont 35, 40, qui n'ont pas connu des périodes, qui ont connu beaucoup de périodes fastes. Ouais. Et là, depuis 10 ans, c'est assez fast, quoi, ouais. grosso modo. Ouais. Et t'en as connu plusieurs, des périodes de chômage? Moi, j'ai connu plusieurs périodes de chômage. Une fois, et la dernière fois, presque 2 ans. Je pensais ne plus jamais retrouver de boulot. Je pense que quand tu as plus de 55 ans et que tu es une femme et que tu cherches un poste de direction technique, il y a eu plusieurs rendez-vous où j'étais proche, hein, mais il y a toujours un jeune mec qui est passé devant. J'ai une copine qui dit souvent c'est un jeune blond qui passe devant. Et je pense qu'il y a un peu une inquiétude, ou je sais pas, mais en tout cas c'est long et c'est pas facile. Bon, moi j'en ai profité pour me former sur plein de trucs parce que maintenant il y a plein de MOOC, donc c'est intéressant. Tu t'es formé sur quoi? Sur l'intelligence artificielle, sur le développement web, Angular, un peu tout, au point de vue technique. Je me suis remise à niveau en fait sur plein de choses que je connaissais pas. Et puis en plus j'étais challengée par des copains sur le MOOC intelligence artificielle de Stanford. Donc j'ai pas tout compris, mais je suis arrivée au bout. J'étais fière de moi. Mais oui, je pense que à part quelques DG, directeurs qui pensent qu'ils ont besoin de quelqu'un d'expérimenté à côté d'eux, souvent il y a une méfiance ou je ne sais pas. En fait, je ne sais pas l'interpréter. Est-ce que parce que souvent j'étais vraiment à la shortlist. Top 2 quoi. Ouais, exactement. Et à chaque fois derrière, c'est un jeune mec qui est embauché, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu une inquiétude. Mais je n'arrive pas à la comprendre et je trouve ça assez dommage parce que on s'aperçoit que quand on a une certaine expérience, on peut apporter beaucoup de choses à l'entreprise et c'est pas toujours reconnu. Et ça, je pense que c'est vrai en tout en France. Moi, je pense toujours on a un copain qui est aux États-Unis, qui a 60 ans ou plus même, s'est fait embaucher comme directeur technique chez Amazon sur un sujet de recherche particulier. Donc, elle fait mais ça a choqué personne et tout le monde a trouvé normal qu'il soit embauché à 60 ans et des poussières comme ancien chercheur et pour diriger des équipes de recherche très pointues, mais qui font des vrais produits chez Amazon. Mais en France, je pense qu'il y a peu de gens qui ont des histoires comme ça à raconter, en particulier dans la partie technique. Il n'y a pas que la partie technique. Au-delà de 50, peut-être même 45, toi, tu l'as ressenti à partir de quel âge, du coup? Je sais pas, je saurais pas dire, mais la dernière fois, oui, où j'avais 58 ou quelque chose comme ça, c'est sûr que le côté âge a joué, mais je pense aussi le côté femme. Je pense que les deux ont joué, et d'ailleurs, il y a une petite anecdote, quand je suis arrivé chez Rapso, face à l'équipe technique, il y avait vraiment une méfiance, je pense, de voir arriver une femme.
qui connaissaient pas PHP à l'époque en plus. Et il a fallu que comme au début de ma carrière, que je montre que j'en savais plus qu'eux sur certains sujets pour pouvoir me faire reconnaître. Sur certains sujets techniques. Sur certains sujets techniques, je me souviens évident, plus parce que c'est pas forcément le rôle du CTO d'être plus fort techniquement que ses équipes. Voilà, mais face à une bande de jeunes mecs, des fois, t'es obligé de montrer que tu connais. Et c'était pas du tout le cas chez People. J'ai jamais eu ce sentiment. C'est aussi le fait que y a des directeurs qui considèrent que l'âge et le sexe ne sont pas importants. Ça existe, et ceux pour qui j'ai travaillé, je pense, c'était le cas. Par exemple, si on pense à ETI, dans une boîte sur les bagnoles, prendre une femme comme pour diriger de la partie informatique, je pense que c'était pas facile. Je pense qu'ils se sont jamais posé la question. Et je pense pareil à People. Je pense que Hugues Facchetti s'est jamais posé la question de est-ce que je prends un jeune, vieux, homme, femme. C'était plus vieux peut-être parce il cherchait quelqu'un qui avait de l'expérience et qui pourrait l'aider parce que lui c'était sa première boîte, donc il en avait besoin. Mais content de leur rendre hommage aujourd'hui. Voilà, ouais, exactement. Ouais, je pense que c'est important de pas avoir ces filtres. Pas toujours facile, hein, mais il faut pas avoir de filtres. Ok. Et du coup, ces périodes de chômage, donc, du coup, toi, la dernière période de 2 ans, un peu dur. Ouais, mais ça a toujours été dur. En fait, je pense que le problème, c'est que quand tu bosses, t'arrives le matin, tu sais ce que t'as à faire, quoi. T'as un programme tout tracé, tu te demandes pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Quand t'es au chômage, tu te demandes qu'est-ce que je fais. Je fais quoi aujourd'hui. Et en fait, quand tu mènes une vie normale, t'es étudiant, donc tu fais tes études, puis après tu bosses. Et t'es jamais dans une situation où tu te demandes ce que tu vas faire dans la journée, quoi. À part pendant les vacances, mais là c'est sympa. Quand t'es au chômage, t'aperçois que c'est un peu plus dur. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais qu'est-ce qu'on fait à 16 heures d'habitude? Voilà, exactement. Mais c'est exactement ça. Et puis en plus, tous les copains, ils bossent. Ouais. Donc ils sont pas libres pour aller se balader ou à un musée ou à un film ou je sais pas quoi. Donc c'est des périodes que je trouve pas faciles et on n'est pas très accompagné et on s'y attend pas, quoi. Parce qu'on n'est pas préparé à ces périodes de chômage. Après coup, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait beaucoup d'informatique pour des associations. J'ai fait Emmaüs Connect. J'ai aidé des gens. Ce que je conseille à tout le monde de le faire d'ailleurs, parce qu'on a une bonne vision de la réalité. C'est aider des personnes loin de tout à se débrouiller avec un PC. Et en fait, ce qu'on croit évident, c'est pas du tout évident. C'est très très intéressant. Je pense que tout le monde devrait faire cette expérience d'aller chez Emmaüs Connect, dont le rôle c'est d'aider les gens éloignés à se servir de leur téléphone ou d'un PC. Donc c'est quoi un mail? C'est quoi un mail? C'est quoi quand on te demande ton mot de passe? C'est quel mot de passe? De quoi on me parle? C'est intéressant. Et d'un point de vue ergonomie, on apprend beaucoup de choses aussi. Parce que la SNCF, ça paraît évident, mais il y a des gens qui comprennent pas quelle est la question quand on leur demande quelle date. Date de quoi? Je vais où? Voilà. Donc, je pense que c'est un sujet. Je conseille à tout le monde de faire ça, et on découvre beaucoup de choses sur ce qui nous paraît évident dans la vie. Comme la génération X ou Y, ou je sais pas comment on l'appelle, qui soi-disant connaît tout sur le smartphone. En fait, ils savent pas ce qu'ils font. La plupart, ils comprennent même pas ce qu'ils font, quoi. Pourquoi tu dis ça? Je t'ai vu chez Emmaüs Connect, c'est entre SMS, mail, WhatsApp. Donc ils savent pas ce que c'est. Ils ont reçu un message, mais. Donc tu t'as accompagné des gens même jeunes, en fait. Ouais, même jeunes. Là, j'imaginais, tu vois. Non, de tous âges, de 18 à 75 ans. D'accord, ok. Très intéressant. Bon, t'as mis à profit. Oui, exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres moments un peu forts ou tournants de ta carrière? Donc il y a eu les US, ouais, on en a parlé. Les US aussi, ce qui était intéressant par rapport à la France, c'est que souvent en France, quand je dis que j'ai une thèse, tout le monde s'en fiche et comprend même pas de quoi il s'agit. Aux US, on m'appelait avant les réunions, on me disait attention, il y aura un machin, il a un PhD, donc soyez préparés. Donc c'était considéré comme quelque chose, et d'ailleurs c'est marqué sur leur carte de visite.
Ils ont toujours un troisième prénom qui est PhD. C'est assez, donc ça, c'était aussi, en dehors de l'aspect mail, Internet, il y a aussi cet aspect-là aux États-Unis. Et sinon, donc quand je suis arrivé ici aussi, où on m'a fait confiance, où je me suis Après retrouvée. cette période de 2 ans. Après cette période de 2 ans de chômage, je suis arrivé ici, je suis arrivé à Toulouse, où j'ai été tout de suite accepté, où ça s'est tout de suite super bien passé, avec une équipe vraiment très sympa. Et puis ici à Colombes, où il fallait créer l'équipe support, organiser les chefs de projet, mettre en place les specs et rédiger. Tout redémarrer, c'était super intéressant et avec des gens qui ont envie, où tu sens qu'ils voient que tu peux apporter quelque chose et ils ont envie de suivre, ils ont envie de comprendre. Donc c'était vraiment un moment très très important. Ouais. Et tu me diras si tu peux en parler ou pas, mais il y a plusieurs expériences, certaines expériences se terminent. Je crois qu'il y a des expériences où ça se termine par des ventes ou des moments un peu particuliers, un peu atypiques par rapport à un départ alors, je sais pas s'il y a des départs simples, en fait. Si, si il y a la démission pour prendre un boulot ailleurs, je crois que ça m'est jamais arrivé de démissionner pour prendre un boulot ailleurs. Ah bon? Si, j'ai démissionné de l'éducation, d'enseignement supérieur. J'avais un poste à la fac et j'ai démissionné pour rejoindre O2. Donc, je crois que c'est la seule fois où j'ai fait un parcours un peu normal, entre guillemets. Donc les départs, c'était... on peut parler de TAI, où ça a été assez brutal, où j'ai été mise à la porte quasiment du jour au lendemain par une équipe qui, en fait, c'est ça la difficulté, qui n'avait aucune compétence informatique, mais vraiment aucune, et qui comprenait pas les difficultés de qualité, d'organisation que je pouvais rencontrer, et qui un jour ont décidé, c'est pas possible. À l'époque, il n'y avait pas les ruptures conventionnelles, donc c'était assez violent. Maintenant, il y a les ruptures conventionnelles, c'est quand même, ça change beaucoup les choses. Sur la forme. Sur la forme, ouais, parce que Rapso, c'était assez violent. C'est vraiment, tu pars ce soir et tu reviens pas, quoi. Et moi, j'ai insisté pour rester 8 jours, pour fermer mes dossiers, dire au revoir à tout le monde. Mais c'était un peu à la vieille école. Je suis pas sûr que ça continue à se faire comme ça. Après, il y a eu Rapso. Rapso, c'était un rachat, donc mon poste allait plus exister. Il fallait que je trouve autre chose. On m'a proposé, le DG de l'époque m'a proposé quelque chose qui me plaisait pas, mais en fait, j'avais pas le choix. Si je voulais éviter de nouveau une période de chômage, j'avais pas vraiment le choix. Donc, je suis parti dans une boîte dont je ne parlerai pas, Joker. Ça s'est très mal passé. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Voilà. C'est pas facile, les départs de société. Pourtant, je suis jamais resté très longtemps, 5, 6, 7 ans maximum. Mais c'est pas facile, les départs de société. Moi, je dis souvent, quand on a passé très longtemps dans une boîte, la boîte suivante, ça marche pas parce qu'on attend à retrouver le même plaisir, les mêmes façons de travailler. Et souvent, on a besoin d'une période de deuil. Donc, ça peut être 2 ans de chômage. Ça, c'est pas terrible. Ou ça peut être une boîte intermédiaire dans laquelle on va s'impliquer moins avant de passer à la suivante. Mais c'est dur de quitter les boîtes. Hein. Même si souvent, c'est le bon moment. En fait, rétrospectivement, on se dit, oui, finalement, j'étais plus efficace, j'étais plus dans le coup. Mais je pense que quitter une entreprise, c'est pas facile. Ou on a passé plus que 2-3 ans, quoi. Ouais, quand on a mis de soi 5, 6, 7 ans. Je pense que c'est la même expérience, quel que soit le poste. Oui. Voilà. Moi aussi, j'ai passé 11 ans. Voilà. Et maintenant 6. Et je pense que on s'y attache, surtout quand on a un poste de responsabilité. Je pense que du coup, on a vu les gens, on les a aidés à grandir, on a grandi soi-même, on a structuré la boîte. C'est pas facile de partir. C'est pas facile et ça laisse des fois un sentiment amer. Pas toujours. T'as organisé une revente aussi? J'ai organisé, oui. Organisé, c'est peut-être pas tout à fait le terme, mais... Oui, ça a été une expérience bizarre. Hein. Ça s'appelait Sharing Knowledge. Et donc, il y a un des investisseurs que j'avais connu à l'époque de l'INRIA qui m'avait appelé pour essayer de sauver la boîte qui marchait pas du tout.
Et ça s'est fini au tribunal de commerce de Nanterre. Et moi, j'avais jamais vu ça. Alors ça, c'est une expérience. Bon, je pense qu'il vaut mieux pas la vivre, mais c'était super intéressant. C'est enrichissant. Ouais. Alors c'était dommage, c'était trop court. J'ai pas eu le temps de connaître vraiment les gens de la boîte. J'ai pas eu le temps de vraiment comprendre. Mais elle a été vendue aux enchères, quasiment cachée. C'est-à-dire que les deux acheteurs potentiels ont donné une enveloppe avec un prix et le plus grand a gagné. C'est assez bizarre. Ouais, c'était triste parce que l'équipe fonctionnait plus, les gens partaient, et puis ils avaient construit un produit qui était vachement bien, je pense, mais il y avait plus personne, quoi. Mais bon, je suis resté 6 mois. Ton rôle là dans... Alors, c'est la seule fois où j'ai été CEO. Ton rôle. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, je crois que j'avais le titre de CEO. Mais en gros, c'est de reprendre la technique et puis d'essayer de refaire. En fait, les investisseurs avaient nommé un. Malheureusement, quand les investisseurs rentrent dans les boîtes, des fois, ils décident du prochain CEO. Ils virent le directeur et mettent quelqu'un d'autre. Souvent, ils virent le fondateur et mettent quelqu'un d'autre à la place. Ils savent pas toujours bien choisir. Et là, en l'occurrence, ils avaient choisi quelqu'un qui n'avait jamais travaillé pour un éditeur de logiciels. Donc, il comprenait absolument pas ce que c'était, comment il fallait faire, était complètement à côté de la plaque, l'équipe l'écoutait pas. Enfin bref, ça se passait très très mal. Et puis la boîte était vraiment au bord du gouffre, quoi. Donc, elle a fini par faire le pas en avant qu'il a fait tomber. Et heureusement, on a réussi à sauvegarder les emplois. Les gens ont été pas tous, mais les gens qui étaient encore en poste ont été repris chez l'acheteur. Alors, je sais. Ça faisait partie du. Enfin, c'était un objectif. Moi, c'était mon objectif en tout cas. C'était que les gens se retrouvent pas à la rue, quoi. Et donc, il restait 4 ou 5 personnes, je crois. Et les 4 ou 5 ont été repris par l'acheteur, sauf un, je crois, qui avait trouvé un boulot ailleurs. Et sauf moi, bien sûr, parce qu'à chaque fois, voilà. Donc, bah oui, parce qu'ils vont pas reprendre un CEO qui. Puis j'avais même pas eu le temps de comprendre ce que faisait le produit. Hein, donc, mais bon, ils ont été rachetés par une boîte assez sympa et ça s'est bien passé. Au bout du compte. Ok, t'as suivi un peu le dossier. J'ai pas facile à gérer, mais contente de ce qui s'est produit. Voilà, ouais. Mais c'était pas facile, hein, les gens qui étaient pas payés, aller négocier pour qu'ils soient payés. Enfin, c'est des trucs. C'est pas Enfin, j'ai pas l'habitude de faire ça, quoi. Donc c'est pas simple, mais c'est pas inintéressant. Mais enfin, je le souhaite à personne. Voilà. c'est pas agréable. Ok. Sophie, voilà, j'ai quelques petites questions finales habituellement. Ouais. Est-ce que tu as dans le monde pro ou pas pro un surnom? Pas que je sache. Ouais, Sophie, ça marche. Sophie, ouais, en général, ça marche. Ou peut-être qu'il y en a un, mais je le connais pas. Qui sait? Ah bah peut-être voilà, qu'après le podcast, on va savoir. Tu auras les infos. Est-ce qu'il y a un proverbe, une devise, une phrase, une idée qui t'accompagne? Bah, disons, j'ai pas vraiment de proverbe ou d'idée, mais moi, ce qui est important dans la vie, c'est aussi bien professionnel que personnel, c'est de s'amuser et de progresser. Donc c'est ça qui est important pour moi. Et c'est là où je trouve le plus important. On passe quand même beaucoup de temps au boulot, et donc il faut que ça soit sympa et il faut apprendre des trucs. Apprendre. Je trouve ça important. Donc apprendre. Apprendre et en s'amusant. Avec des gens sympas. Play hard, work hard. Voilà. Ok. Même si je suis pas une joueuse. Est-ce qu'il y a une question une ou plusieurs d'ailleurs, que je t'aurais pas posée et que t'aimerais que je te pose? Disons que un sujet qui m'intéresse, c'est les femmes dans la tech, mais on en a parlé. On en a pas mal parlé, voilà. Ouais. Non, j'ai pas d'idée. Toi, t'en as peut-être une question? Bah moi, j'ai fait un petit peu le tour aussi. Ouais. Je crois qu'on a fait pas mal. J'ai beaucoup parlé. Juste pour rebondir sur le sujet les femmes dans la tech. L'épisode sortira sans doute fin janvier, début février. Mais aujourd'hui, on est le 7 janvier. Ouais. Et on est au lendemain de la sortie d'un épisode de CTOs qui était le Best of 2 où je faisais un appel aux femmes et aux voix féminines. Alors, content que dès le lendemain, il y a un enregistrement. Et j'avoue que c'était une des raisons qui m'a fait accepter, parce qu'effectivement, ça m'avait frappé qu'il y avait pratiquement que des
les mecs interviewés. On et va je sais que c'est pas mieux. ta faute. On va essayer de faire mieux en 2022. Ouais, je pense que c'est important et c'est important. Moi, je m'adresse aux parents de filles, parce que tu as des filles. Il faut les mettre en informatique, il faut leur apprendre Scratch, il faut les former et leur donner envie. Je pense que c'est vraiment important. Je regarde autour de moi et souvent, c'est les garçons, les parents de garçons qui les mettent à l'informatique et les parents de filles, ils se rendent même pas compte qu'ils le font pas. Donc moi qui ai une fille développeuse, je trouve que c'est important. Okay. C'est aussi le boulot des parents de pousser leurs filles à faire de l'informatique. Bon, concernant les miennes, elles sauront qu'il y a un peu de boulot dans le domaine. Quoi. Voilà, en plus, il y a plein de boulot. Donc, c'est dommage de se couper de la moitié de l'humanité sur l'informatique. La formule est belle. Sophie, ça peut être le mot de la fin et je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.